Il s'agit de parler ici de la question des victimes. Nous ne parlons pas de cette question des victimes en tournant le couteau dans la plaie. Ce n'est pas notre démarche ni celle du président Laurent Gbagbo qui est notre référent. Nous en parlerons en faisant un petit rappel historique pour distinguer les différentes catégories de victimes par un bref rappel historique. Le contexte politique ivoirien, vous le savez, a connu des soubresauts à partir du décès du président Félix Houphouët-Boigny. Tout le monde en a parlé ici. À l'époque de son décès, le président Henri Konan Bédié et le premier ministre Alassane Dramane Ouattara étaient tous membres du PDCI. Et c'est donc la bataille des héritiers qui a conduit donc à une situation délicate. Apparemment, M. Alassane Ouattara aurait été tenté, dans ces conditions, de ravir, disons, la place au dauphin constitutionnel qui était donc le président de l'Assemblée nationale, Henri Konan Bédié. Et il s'en est suivi à l'intérieur du PDCI, disons, des frictions qui se sont poursuivies jusqu'au coup d'État de 1999. Première conséquence donc de cette friction à l'intérieur du même parti politique. Ce coup d'État de 1999 amène la junte militaire au pouvoir, les élections sont organisées. Le général Robert Guéhi, qui était arrivé au pouvoir sans aucune effusion du sang, parce que c'était à la suite d'une mutinerie que les mutins l'avait sollicité donc, pour mettre de l'ordre dans la maison, est battu démocratiquement par le président Laurent Gbagbo en octobre 2000. Et le président Laurent Gbagbo va s'atteler à colmater les brèches d'un pays fragilisé par des soubresauts inhabituels dont nous venons de parler. Contre toute attente, et le ministre Danon Diédié suit cet exposé en tant que témoin, alors que le RDR venait de faire son entrée au gouvernement le 5 août 2002, le 19 septembre 2002, une tentative de coup d'État fait de nombreuses victimes, avant de se muer en une rébellion qui coupe le pays en deux. Pendant plusieurs années, les zones centre, nord et ouest, qu'on appelait globalement la zone CNO, ces trois zones donc, seront sous le contrôle de la rébellion qui les mettent en couple réglé et y commettent les pires exactions et violations des droits de l'homme. On a donc la première catégorie des victimes ici, qui sont les victimes du 19 septembre 2002 et des victimes donc, qui ont suivi par rapport à l'occupation de la zone CNO. Grâce aux accords de Ouagadougou signés, je crois, en 2007, sous les auspices donc, des parrains de la rébellion, une accalmie intervient. Le président Laurent Gbagbo fait tout son possible pour que les élections soient organisées, mais au forceps, sans que les rebelles ne concèdent la seule chose qui leur était demandée, et qui était donc le désarmement qu'ils n'ont pas concédé. Les élections sont donc organisées par une commission électorale indépendante CEI, dominée à 80% par les rébellions et ses alliés politiques. Elle était présidée donc à l'époque par M. Issou Bagayoko, cadre du PDCI, le PDCI qui était à son temps l'allié donc du parti de M. Alassane Ouattara. Ces présidents de la CEI annoncent dans des conditions surréalistes. C'est le cas de rappeler ici que lorsque la journaliste de France 24, qui a quitté donc ce média, a commenté les conditions de l'annonce de ces résultats, tout le monde a été surpris. Et hors délai, des résultats, je dis même des résultats que je mets en guillemets, non consolidés par celui qui donne M. Ouattara vainqueur. Tenant compte des différents retours, le Conseil constitutionnel proclame en dernier ressort M. Laurent Gbagbo vainqueur. Il en découle ce qui est convenu d'appeler la crise post-électorale. Avec le concours des aides rebelles et de leur connexion, M. Alassane Ouattara s'impose par les armes
et le soutien de son ami Nicolas Sarkozy. Cette crise provoque alors la deuxième catégorie des victimes, dont officiellement 3000 morts. Mais reconnaissons que la réalité est nettement plus importante, comme en témoigne le rapport de la CNE. La CNE, c'est la Commission nationale d'enquête qui a été instituée par le pouvoir actuel ivoirien et qui est assez détaillée en une trentaine de pages. Maintenant, de la question des victimes et de l'état des droits. Nous n'avons pas voulu rentrer dans les chiffres ici pour annoncer de grands chiffres. Parce qu'au-delà de la question des chiffres et des horreurs dont chacun de nous ici est au courant, parce que le procès de la CPI a donné l'occasion de voir toutes ces vidéos qui étaient diffusées par les tortionnaires eux-mêmes, qui disaient comment est-ce qu'ils tuaient les militaires, comment est-ce qu'ils tuaient les civils. Donc tout le monde est suffisamment documenté sur ces chiffres-là. C'est le sort réservé à ces victimes qui choque tous les militants des droits de l'homme. Je vous ai parlé tantôt de la CNE, la Commission nationale d'enquête instituée par le gouvernement ivoirien, qui parle, elle, de 3248 morts. Et dans ces 3248 morts, elle impute aux forces gouvernementales de l'époque 1452 morts. Elle impute aux forces du camp Ouattara 727 morts et elle impute, figurez-vous bien, au soutien des forces du camp Ouattara 632 morts. Autrement dit, 727 plus 632, cela fait 1359 morts provoqués officiellement, d'après la Commission nationale d'enquête, par les forces pro-Ouattara et 1452 provoqués par les forces gouvernementales qui défendaient l'intégrité du territoire. Et c'est ce qui a fait dire aux magistrats de la CPI qu'on ne peut pas dire d'un chef d'État en exercice qui est attaqué, on ne peut pas le mettre sur le même plan que ceux qui sont ses attaquants, que ceux qui sont donc les assaillants. Et à partir du moment où on a cette conclusion, le système de la justice qui s'applique aujourd'hui et qui voudrait que celui qui se défend soit considéré comme le bourreau est une grande gêne pour nous amener à la réconciliation. Ainsi, alors que sont célébrés comme des martyrs les 6 femmes d'Abobo, dont la mort très controversée a donné lieu à des débats à la CPI, lesquels débats ont conclu à l'innocence et à l'acquittement du président Laurent Gbagbo, pendant qu'il y a cette célébration, des milliers d'autres victimes ivoiriennes souffrent le martyre de l'indifférence, de l'humiliation. Parents des victimes tuées et victimes portant des séquelles à vie attendent toujours que justice leur soit rendue. Et c'est cette absence de justice qui demeure un frein important à la réconciliation. Votre serviteur, bien que natif de la ville de Diokwe, natif du village de Diétrezon, qui a été l'épicentre des 2 catégories de victimes, n'a pas une démarche en lien avec un réflexe de vengeance ou même de revanche. Mais l'intervention procède de la recherche de toute approche susceptible de favoriser la réconciliation. C'est la préoccupation républicaine, ayant à cœur de ne pas laisser les victimes, les parents des victimes, en marge de la nation, afin de ne pas cultiver en eux l'inévitable sentiment de vengeance. En effet, une communauté humiliée, une douleur non reconnue ne peuvent conduire à une vraie réconciliation. Se pencher sur les massacres qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire dans une démarche réparatrice, c'est construire un avenir harmonieux entre les différentes communautés. La communauté internationale, qui s'est invitée dans le débat ivoirien, ne doit pas laisser perdurer le sentiment qu'elle donne aux victimes d'être venues installer un homme au profil compatible avec les intérêts des lobbies financiers. Et nous avons bien apprécié l'intervention du député Jean-Paul Lecoq, qui disait que dans cette situation ivoirienne, la France a pratiquement joué contre ses intérêts. Quand vous regardez aujourd'hui l'équipe de football de France de 1986 qui jouait, qui faisait battre le cœur de tous les jeunes Ivoiriens, de tous les jeunes Africains, et l'indifférence des jeunes Africains face au sport français, vous voyez le chemin qui a été parcouru dans le sens négatif. Et si nous sommes capables,
nous, Ivoiriens, autour de cette table-là, de nous asseoir pour discuter, pour faire un colloque pour la recherche de la paix. Si nous sommes capables d'offrir notre amitié à la représentation nationale de la France, c'est-à-dire le pays dont quelques responsables politiques sont à la base de bien de nos malheurs, combien sommes-nous prêts au pardon et à la réconciliation avec nos autres compatriotes? Nous ne rappellerons jamais assez cette métaphore du président Laurent Gbagbo. Dans un véhicule, vous avez le pare-brise et vous avez un rétroviseur. Personne ne conduit son véhicule en ayant le regard rivé sur le rétroviseur. Le rétroviseur rappelle le chemin que vous avez déjà parcouru et rappelle le passé. On regarde dans le pare-brise pour se projeter en avant et dans l'avenir. Nous voulons construire avec tous nos partenaires un avenir du mieux, y compris avec ceux des Ivoiriens, qui à un moment donné de notre histoire se sont trompés. Mais ne pas reconnaître cette erreur et prendre les victimes pour les bourreaux est aujourd'hui l'angle dans lequel nous sommes, le tournant décisif qui freine considérablement la réconciliation. Malheureusement, la réconciliation a pour frein essentiel la violation flagrante et permanente des droits de l'homme en Côte d'Ivoire et l'humiliation des victimes. En fait des réconciliations en Côte d'Ivoire, disons-le tout net, il convient de travailler à la restauration de l'état de droit. C'est l'inexistence de l'état de droit. Le piétinement permanent du droit de certains citoyens qui bloque la réconciliation dans notre pays. C'est la violation des droits des citoyens qui empêche la cohésion sociale et crispe donc la citoyenneté. Les nombreuses défiances à l'autorité de l'État, les gendarmeries qui sont attaquées par les populations civiles aux mains nues, les forces de l'ordre qui sont agressées, ne sont que la partie visible et la conséquence d'un État partisan, d'une gouvernance accrochée à une politique proclamée de rattrapage ethnique en 2000, en plein 21e siècle, c'est-à-dire en 2019, dans un pays sous la direction d'un ancien DGA du FMI. C'est-à-dire le symbole de la gouvernance dans l'équilibre et dans l'équité, qui était le FMI. Le symbole de la rigueur budgétaire, le symbole des ajustements structurels qui nous ont amenés à des difficultés économiques et qui ont détruit nos systèmes scolaires aujourd'hui. C'est ce symbole-là qui s'institue, qui fait du marché de gré à gré le mode de gestion de nos pays. C'est-à-dire que la souffrance des populations ivoiriennes se reflète dans le quotidien et dans le fait qu'on leur montre un verre rouge et on leur demande de dire qu'il est blanc. C'est ça qui n'est pas possible. Et c'est pour ça que notre présence aujourd'hui au sein de l'hémicycle ici sera une bouffée d'oxygène pour nos populations qui verront la reconnaissance de leur douleur, de leur souffrance et qui verront aussi une écoute à leurs préoccupations. À elle seule, la situation à l'ouest du pays pourrait favoriser une certaine farcisation de cette région. C'est un néologie que nous utilisions pour parler des FARC. En effet, si les FARC ont pu s'implanter en Colombie, c'est bien parce qu'il existait un terreau favorable du fait que le pouvoir central était accusé d'une certaine injustice et de marginalisation de la zone ciblée par cette rébellion. Tout paysan convaincu de marginalisation et d'injustice est prêt à épouser toute cause qui prétend le défendre, même par la violence et par les pures inepties. Quelle réconciliation? Peut-on espérer quand les victimes sont considérées comme les bourreaux ou au mieux comme ayant mérité ce qui leur est arrivé? Peut-on aboutir à une quelconque paix sociale si les ouais, une des composantes des victimes, qui ont perdu 800 de leurs en une seule nuit, se considèrent comme victimes d'un génocide et qu'on leur répond par le mépris? Comme si cela ne suffisait pas, le camp de Naïbli, qui abritait quelques 5000 personnes au moment de son attaque, essentiellement de l'ethnie ouais, était placé sous la protection du HCR. Il a été attaqué en juillet 2012 plutôt. Melissa Fleming, la porte-parole du HCR, déclarait lors de sa conférence de presse du 24 juillet 2012 au Palais des Nations, et je cite, « Vendredi matin, entre parenthèses, c'est le jour de l'attaque du camp, des troupes de l'ONU et de la police en Naïbli avaient arrêté un petit groupe de Dozo, dont vous a parlé tout à l'heure le ministre Danon Diédié, une fraternité des chasseurs traditionnels souvent utilisée pour assurer la sécurité dans les villages ivoiriens. Mais rappelons que les Dozo,
c'est des chasseurs traditionnels venus du Nord qui, en réalité, sont un élément de la culture de protection des populations et non pas d'attaque des populations. Pour nous qui avons vécu au Nord, qui sommes Mouais, et que nos amis appellent affectueusement un Sénouais, nous connaissons très bien cette culture-là. C'est une culture initiatique. Dans un pays comme la Côte d'Ivoire, qui est une république, avec la République a pour référence le respect des lois, le port d'armes est réglementé. Nous avons l'arrestation du président du conseil régional de Bouaké, parce que des armes se seraient trouvées dans son domicile et qu'il ait signalé ces armes-là. On ne lui demande pas, on lui demande à lui de prouver que ce n'est pas lui qui a mis ces armes dans cette cour-là. C'est-à-dire qu'on arrête le président du conseil général régional de Bouaké, on emprisonne, et les deux autres font un défilé avec des armes dans un pays où le port d'armes est réglementé. Est-ce qu'on s'imaginerait sur les Champs-Élysées le défilé de forces initiatiques avec des armes sans aucun contrôle? Est-ce qu'on pourrait s'imaginer ça? Donc, le principe de la République, avant toute chose, c'est que la force est à la loi. Donc, nous reprenons cette citation. Vendredi matin, des troupes de l'ONU et de la police à Naïbli avaient arrêté un petit groupe de Dozo qui prétendait être à la poursuite de meurtriers. Près d'une heure plus tard, environ 1000 membres de l'ethnie locale malinké, une sous-section de la communauté Djoula, accompagnés de Dozo armés de fusils et de machettes, ont pris d'assaut le camp. Au moment de l'attaque, en réponse aux demandes du gouvernement de fermer le camp, nous étions en train de créer, conjointement avec nos partenaires, des conditions de retour nécessaires aux personnes déplacées pour qu'elles puissent rentrer dans leur village dans la dignité et la sécurité. Quand vous avez lu ce rapport qui a été lu au Palais des Nations, ce n'est pas un rapport d'un opposant ivoirien. Vous avez compris que cela a poussé de nombreux observateurs à établir un lien entre cette demande de fermeture et l'attaque. Et surtout, la composante des gens qui ont attaqué. Mais ce qui est plus grave, c'est qu'aucun auteur ni suspect n'a été inquiété pour une attaque qui a eu lieu en pleine journée et pour laquelle des scènes ont été filmées. Les gens quittent le camp, ils s'en vont dans leur village. Au moment où ils s'en vont dans leur village, ils n'ont pratiquement plus de forêt pour cultiver. Et lorsque les organisateurs de cette conférence parlent effectivement de génocide, nous allons nous poser des questions pour savoir est-ce qu'il s'agit effectivement, pour ce qui s'est passé dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, d'un génocide ou non. Sur la question de la qualification des massacres, les chercheurs d'Amnesty International qui ont relaté les faits qui se sont passés à Diokwé, nous ont avoué que les faits s'apparentent bien à un génocide. Mais l'annoncer comme tel dans leur enquête aurait pu créer une polémique qui pourrait devenir un pain béni pour les auteurs et leurs protecteurs. Les débats auraient plus porté sur le vocabulaire plutôt que sur que les faits eux-mêmes et leur gravité. Ce qui nous aurait éloigné, bien sûr, de l'essentiel que constitue les massacres. Donc, selon eux, la qualification de génocide peut s'intervenir donc à tout moment. Mais un génocide, c'est quoi? Le génocide tire son origine de l'inhumaine solution finale, cette politique nazie qui visait l'élimination du peuple juif pendant la Seconde Guerre mondiale. Attention, vraiment attention toutefois de ne pas comparer des drames qui ne sont pas dans les mêmes proportions au point de choquer les juifs. Leur situation est unique au monde. S'appropriant la question des génocides, les Nations Unies vont en donner une définition plus générique, c'est-à-dire au-delà des juifs, notamment dans la résolution 96, votée par l'Assemblée générale en 1946. 2 ans plus tard, soit 3 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans un monde encore sous le choc des témoignages des survivants des camps de concentration, l'ONU signe en 1948 la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. L'article 2 de cette convention apporte un éclairage à la notion de génocide en indiquant que, je cite, « Le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, un groupe ethnique, racial ou religieux comme tel. Petit a, meurtre de membres du groupe. Petit b, atteinte à l'intégrité physique
ou mentale de membres du groupe. Petit c. Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Petit d. Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe. Petit e. Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Or, ce qui s'est passé à Diokwe, c'était que on regardait d'abord la carte nationale d'identité pour savoir si tu étais ouais avant de te tuer. Ce qui s'est passé à Diokwe, c'était qu'on privilégiait de tuer les mâles qui sont donc le canal de reproduction et également que la zone, les personnes qui étaient tuées étaient choisies à l'avance. C'est pour cela que nous disons quelles sont les bonnes questions dans ces conditions à se poser. Plus singulièrement, parlant de l'ensemble des victimes, les événements de Diokwe et globalement des départements du pays où sont-ils assimilables à un génocide? Répondre à cette question, c'est sans être forcément juriste, comme c'est notre cas, ramener ces événements et cette tragédie d'un groupe ethnique à l'éclairage de la Convention onusienne. Les actes qui sont cités ne sont pas des actes cumulatifs. Dès qu'un de ces actes est commis, on est dans le cadre d'un génocide. Sur les actes non cumulatifs, pour parler de génocide, lesquels sont observables dans le cas de l'Ouest ivoirien. Pour l'ONU, un seul cas suffit pour parler de génocide. La conclusion dépendra donc des réponses aux questions suivantes. A-t-on eu l'intention de détruire tout ou partie d'un groupe ethnique? Je pense que la réponse est oui. Y a-t-il eu meurtre de membres du groupe? La Convention parle bien de meurtre de membres du groupe et non pas d'élimination systématique de tous les membres du groupe, comme tend à le faire croire certains défenseurs du régime d'Abidjan. Y a-t-il eu atteinte à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe? Y a-t-il eu encore, le point C, soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle? Sur le point C, la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Sur le point C, je voudrais vous dire que depuis 2011, l'expropriation des forêts est devenue un mode de gestion des conflits en Côte d'Ivoire. Leur occupation illégale ne revient-il pas à soumettre intentionnellement le groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle? Sans terre pour produire la nourriture nécessaire à son existence, quel peuple peut-il survivre et empêcher sa destruction physique ainsi programmée? Ainsi programmée parce que, sans qu'on y fasse attention, de la façon la plus légale, des paysans ont observé, par exemple, la règle relative à la protection des forêts classées. Depuis cette année, un nouveau code est sorti, c'est le code forestier qui introduit la notion d'agroforesterie. L'agroforesterie, quand vous allez sur ce site du ministère des Eaux et Forêts, l'illustration de l'agroforesterie, c'est de faire exister des arbres avec des plantations. Je voulais prendre à témoin le ministre Danon Didier. Lorsque la préservation de la forêt avait été la préoccupation du président Laurent Gbagbo, un ministre RHDP avait dit qu'il fallait étendre la cacaoculture pour sauver les forêts parce que les cacaoyers sont des plants. Le président Laurent Gbagbo lui a répondu « Je comprends bien pourquoi les forêts sont les plus denses à l'est du pays. Parce que l'est du pays, les forêts ont été décimées parce qu'il y a eu du cacao. Et la boucle du cacao s'est déplacée de l'est à l'ouest du pays aujourd'hui en train de consommer toutes les forêts. » Dans un objectif d'aider des amis, on introduit la notion d'agroforesterie pour mettre en compétition ce qu'ils appellent donc la concession, c'est-à-dire on prend des parcelles des forêts classées, ces forêts classées-là seront mises en concession à des groupes industriels, lesquels groupes industriels vont développer des plantations d'agroforesterie et nulle part cela n'a marché de façon efficace. Il va se trouver quoi? La surproduction du cacao. En plus de la surproduction du cacao, on va donc avoir une baisse drastique du coût, c'est-à-dire on va donc appauvrir les paysans. Et on va se dire qu'on est oufotiste, alors que Félix Houphouët-Boigny lui-même avait préféré l'agriculture paysanne qu'il estimait, l'agriculture familiale qu'il estimait la mieux adaptée pour pouvoir permettre aux paysans de vivre décemment de son produit. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao, avec plus de 40% de la production. Elle va inonder le marché donc, de cette production. Nous avons mis ici
des éléments, disons, qui permettront à chacun de voir le Conseil des ministres du 27 juin 2018. La technique, c'est quoi? On envoie des convois entiers de non-nationaux, de supplétifs des anciens FRC, qui occupent des forêts. Et lorsqu'ils ont occupé des forêts, vous avez par exemple, je dis, vous avez 100 hectares de forêt, ils ont occupé 20 hectares sur les 100 hectares, ça je prends des proportions, 20%. On dit non, la forêt n'est plus à cette limite, on déplace la limite simplement et on vous fait une communication au Conseil des ministres. C'est ce qui s'est passé le 27 juin 2018 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la paix. Le Conseil des ministres a adopté une ordonnance portant redéfinition des forêts, des limites de la forêt classée d'Andouin, ainsi que son projet de loi de ratification. Encore, la communauté internationale est intervenue dans un pays pour soi-disant sauver la démocratie. Jamais un pays n'a été autant gouverné par des ordonnances que celle de la Côte d'Ivoire, quel que soit le domaine dans lequel vous vous retrouvez. Monsieur le ministre, je vais vous demander de conclure. Merci. C'est ça. Pour conclure donc, au risque d'étonner certaines thèses, ce n'est pas de réconciliation proclamée, sans acte concret ni mesure d'accompagnement. Récité avec comme code politique de communication sans conviction. Et je voudrais revenir à notre ami qui nous disait tout à l'heure qu'il est allé à Abidjan. On lui a dit de donner les éléments de langage. Ça, c'est ça. Et dans ce pays, tout se cache par des éléments de langage. Ce n'est donc pas en récitant avec des codes politiques de communication sans convictoire dont la Côte d'Ivoire a besoin, mais d'une gouvernance qui garantit un état de droit qui aura pour corollaire la réconciliation. Cet état de droit, c'est aussi le droit international et la CPI qui doit cesser la prise d'otages. La gouvernance ivoirienne est fondée sur le cynisme des éléments de langage soutenus par une communication institutionnelle et de réseau pour cacher la réalité. Et c'est ça le frein de la réconciliation. Je vous remercie.